Bonjour et bienvenue dans cette présentation du projet TypeScript. Alors nous allons implémenter, une fois que les connaissances TypeScript seront acquises, nous allons implémenter un projet qui est assez représentatif des projets qu'on implémente lorsqu'on découvre une technologie. Alors vous savez que la plupart du temps, quand on découvre un langage, le projet habituel, enfin l'exemple habituel plutôt, c'est l'exemple Hello World. Or, il se trouve que pour un langage orienté web, l'idéal serait plutôt d'utiliser des projets un petit peu plus riches, qui font intervenir de la base de données, qui font intervenir toutes sortes d'outils. Et de ce point de vue, il est préférable d'utiliser un projet très simple qui est représentatif d'une application, à savoir le projet To-Do List. Et pour implémenter cet exemple To-Do List, nous allons avoir besoin d'outillage, à savoir un serveur et une base de données. Alors pour aller à l'essentiel, nous allons utiliser des outils qui sont proposés par Node, et plus précisément, nous allons utiliser un outil qui s'appelle Deployed, dont l'objectif est de nous fournir l'implémentation, dans un premier temps, d'un serveur web pour nous livrer les pages JavaScript, HTML et CSS, et dans un deuxième temps, une interface RESTful vers une base de données MongoDB. Nous allons aussi prendre le temps de voir les outils qui sont à notre disposition pour implémenter du code TypeScript. Alors pour ce qui concerne le serveur et la base de données, comme je vous le disais dans la présentation, nous allons utiliser une base de données MongoDB, qui sera livrée au travers d'un produit qui s'appelle Deployed, dont nous reparlerons. Pourquoi une base de données MongoDB et pourquoi pas une base de données traditionnelle? Je dis traditionnelle en pensant à relationnel, puisque effectivement depuis les années 70-80, nous utilisons des bases de données relationnelles. Effectivement, il faut bien comprendre que ces bases de données-là montrent leurs limites maintenant. Alors peut-être pas à notre niveau, puisque nous n'allons pas implémenter des stockages d'1 milliard de données ou implémenter des réseaux d'informations très complexes, mais c'est des problèmes qu'ont rencontré les sociétés comme Google, qui lui a dû trouver un moyen aisé de stocker la totalité d'Internet, ou à peu près. Pour quelle raison? Puisque l'objectif de Google est de nous donner accès à des sites web à partir d'un mot-clé. Il faut que ces sites web soient analysés par un outil, leur algorithme, et stockés chez eux. Et bien en fait, la grosse problématique de Google, c'est donc de stocker un volume monumental de data. Ça c'est la première partie. Puis évidemment la seconde partie, c'est de nous donner accès très rapidement sur une saisie d'un mot-clé à la page en question. La problématique pour eux, c'était donc de gérer un gros volume de données. Et bien en fait, ils l'ont résolu en mettant à mal le modèle relationnel, puisque peut-être avez-vous déjà rencontré cette problématique d'un gros volume de données dans une base de données. Il se trouve que la plupart du temps, en fait, le modèle relationnel a du mal à gérer les gros volumes de données. Alors bien sûr, il y a toujours de l'outillage à rajouter pour permettre de faire des clusters de data, mais il y a toujours cette problématique de volume de données dans le modèle relationnel. Une autre société qui a rencontré un problème avec le modèle relationnel, c'est Facebook. Facebook qui, lui, ne devait pas gérer des volumes de données, bien sûr, vous savez qu'il y a énormément d'utilisateurs et de données sur Facebook, mais la principale problématique de Facebook, c'était de gérer un réseau social, donc un réseau de personnes, c'est-à-dire des personnes qui se connaissent, qui en connaissent d'autres, etc., etc. Et la problématique, c'était justement de pouvoir représenter ce qu'on appelle des graphes en mathématiques. Eh bien, eux aussi ont dû utiliser une autre forme de base de données. Et en fait, des bases de données qu'on appelle des bases de données orientées graphes, et ces bases de données sont rangées dans une catégorie qu'on appelle le NoSQL. Alors, on pourrait dire que NoSQL, ça veut dire Not Only SQL, donc ce n'est pas du tout l'absence de SQL, mais c'est bien, il faut bien comprendre que on peut toujours faire des requêtes structurées, mais pas seulement en SQL, on a d'autres outils, des bibliothèques, des API pour faire tout cela. En réalité, pour nous, il faut comprendre que l'intérêt d'utiliser du NoSQL avec MongoDB, c'est qu'il est capable de stocker des objets au format JSON directement, ce qui est intéressant pour nous, puisqu'en JavaScript et en TypeScript, on va manipuler du JSON, donc pour nous, ça nous évitera un développement côté serveur, et ça nous permet de rentrer directement dans le serveur de base de données à partir de notre code JavaScript. Alors pour ce qui concerne la présentation des outils, les outils dont nous allons avoir besoin sont effectivement les éditeurs pour produire du code. Et le premier que nous allons rencontrer, c'est Sublime Text.
Alors Sublime Text est un outil assez connu dans le milieu des développeurs web puisqu'il est, il est très sobre. En réalité, c'est un éditeur de texte, rien de plus que ça, mais qu'on peut enrichir avec des plugins. Ce qui va rendre la chose intéressante puisque on va pouvoir récupérer des plugins qui vont être très précisément ce dont j'ai besoin. Donc on peut ciseler un environnement à notre besoin et ne pas forcément avoir un IDE monstrueux, très lourd, qui va nous offrir beaucoup trop d'outillage que peut-être nous n'utiliserons jamais. L'autre outil qui est assez connu est développé par GitHub. C'est un produit qui s'appelle Atom. Atom est, d'ailleurs vous le voyez sur les captures d'écran, Atom est très ressemblant à Sublime Text, il est arrivé après. Atom est un outil développé par GitHub avec un framework qui porte le nom d'Electron. Ce framework-là est en réalité un moyen de développer des applications, vous voyez, bureau, donc desktop, donc fenêtré, à partir du code JavaScript, HTML et CSS. Donc ça c'est vraiment très intéressant puisque on pourrait comparer ce framework Electron à, vous savez, les frameworks Cordova ou PhoneGap qui permettent eux aussi de développer des applications basées sur du JavaScript, HTML et CSS, mais pour du mobile cette fois. Donc l'outil est assez intéressant. Atom est basé sur ce framework Electron et il nous permet, eh bien en fait, de développer. Alors c'est gratuit, hein, mais ça fonctionne de la même façon que Sublime Text, c'est-à-dire qu'il permet de développer en rajoutant des plugins. Et en général, ça suffit à notre utilisation. Alors bien sûr, nous utilisons un outil qui est plus proche de TypeScript, qui est développé par Microsoft, qui s'appelle Microsoft Visual Studio Code. Alors évidemment, vous devez savoir, ou en tout cas nous le développerons un peu plus tard, que le langage TypeScript a été développé par Microsoft et que nous allons pouvoir, grâce à Microsoft Visual Studio Code, développer des applications directement dans cet outil Visual Studio Code. Pour bien comprendre le principe, j'aimerais juste vous ramener sur le site electron.atom.io pour vous montrer que, eh bien, en réalité, Visual Studio Code a été développé avec Electron, donc le framework qui est utilisé pour développer Atom. Voilà, donc vous l'avez compris en fait, hein, y a un écosystème autour du framework Electron qui a permis de développer Atom, dans lequel on peut rajouter des plugins. D'ailleurs, Microsoft a aussi développé des plugins pour Atom uniquement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser Visual Studio Code. Alors nous l'utiliserons nous parce que c'est le plus à propos, c'est le plus simple pour développer des applications, mais nous pourrions aussi utiliser Atom pour implémenter du TypeScript. Dans tous les cas, il faut bien comprendre que on peut utiliser n'importe quel outil. Par exemple, si vous préférez Notepad++, il faut bien comprendre que TypeScript est de toute façon disponible comme en command line interface, vous savez, en CLI. Ça veut dire que nous allons plus tard installer TypeScript comme un outil en ligne de commande que nous allons donc pouvoir après utiliser ou intégrer dans des processus Gulp ou Grunt. Mais tout ça pour dire que, eh bien en fait, si vous êtes sous Windows, vous ouvrirez une boîte DOS, vous taperez TypeScript TSC espace le fichier, ça va le compiler, et bien sûr grâce à Visual Studio vous aurez tout de suite un retour, mais ce que je veux vous dire c'est que vous utilisez l'outil que vous souhaitez, Notepad++ par exemple, qui va vous permettre et bien en fait de produire votre code. Alors Notepad++ est aussi, on peut aussi l'enrichir avec des plugins, et ça vous permettra bien de produire du code TypeScript dans l'outil que vous utilisez habituellement, et en le compilant ensuite dans une boîte DOS ou dans un terminal. Merci, je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.